Émission du 15 novembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, regard sur la francophonie LGBTQ+. Une enquête inédite sur le financement des organismes LGBTQ+, francophones met en lumière un sous-financement important. Nous recevons le coprésident d'Égide qui a parrainé l'étude, Laurent Brault. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Donc, mes pronoms, il, lui, me décrire, mon Dieu, 6 pieds. T'es un petit peu basané, parce que mon arrière-grand-père était syrien, vous savez. Et, bon, une petite bédaine là, de gars de bureau après 10 ans à la direction de la Fondation Émergence. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté LGBTQ+? Pour moi, c'est un sentiment d'appartenance à la base. D'ailleurs, parce que je m'implique évidemment à la coprésidence d'Égide comme administrateur bénévole, et quand on parle de communauté LGBT, c'est pas un lieu, hein, c'est un sentiment d'appartenance, parce que quand on regarde les communautés LGBT à travers le monde, tout de suite, on développe de l'empathie, on développe de la solidarité. Donc, on associe souvent les communautés au village ou à un lieu. C'est pas nécessairement faux, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de vital, de ressenti. Et comment vous décririez la francophonie LGBTQ+? Jeune et en construction. On aura l'occasion de savoir pourquoi dans quelques instants. Et on va poursuivre cette discussion sur la francophonie en plongeant dans la francophonie manitobaine. Une première étude sur les communautés LGBTQ+ francophones vient d'y être publiée. Et là aussi, il y a plusieurs besoins qui ont été identifiés. L'un des co-auteurs, Kevin Prada, est avec nous. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Bon, ben moi aussi, j'ai le ton un peu basané, puis j'ai le man-bun d'un gars qui voulait pas trop se faire les cheveux un matin. J'ai des boucles d'oreilles argentées, puis c'est à peu près ça. Puis mes pronoms sont « il », « lui ». Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté LGBTQ? Pour moi, ça veut dire faire partie d'une communauté de gens qui, au final, malgré leurs différences, veulent aimer et s'être aimés. C'est tout. Et malgré toutes nos différences, malgré les différentes expériences, les différents besoins, au bout du compte, on est unis par cette même réalité-là de vouloir aimer. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour vous d'être franco-manitobain? Bien, semblablement, ça veut dire de faire partie d'une diaspora très, très, très riche, d'une très grande diversité, mais qui partage néanmoins une histoire et une couleur particulière. On met les deux ensemble. Moi, je dis notre drapeau franco-queer. À gauche, on a le drapeau franco-manitobain avec l'épi de blé. À droite, on a le drapeau queer. Puis ensemble, on a quelque chose de fabulous. Alors, ce sera aussi le début du 36e festival Images plus Nation demain. Parfaite Mousswanga est avec nous pour nous parler de la programmation. Et puis moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Ce soir, sur scène, j'ai renouvelé mon vernis. J'ai choisi une couleur qui s'appelle Black and Blue, clin d'œil au défunt festival, ou plutôt qui est en dormance depuis la pandémie. Et je l'ai agencé avec une chemise bleue ornée de fleurs roses et Bourgogne, rien de moins. Nous sommes en direct du bar Le Normandie, dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Une vaste enquête révèle un sous-financement des organismes LGBTQ+ francophones par rapport au poids démographique des communautés qu'ils représentent dans le monde. On en discute avec le coprésident d'Égide, Alliance internationale francophone, Laurent Brault. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, comme je le disais, c'est le premier portrait réalisé à l'échelle de la francophonie. C'est quoi la genèse derrière cette étude-là? Bon, en fait, c'est un partenariat avec le Global Philanthropy Project, qui est situé aux États-Unis, mais qui, depuis 2013, sollicite les différents bailleurs de fonds, que ce soit des fondations privées, des fondations publiques, des OING, les gouvernements même, pour, en fait, recevoir par autodéclaration. Donc, ils sont invités à communiquer les données. Donc, l'argent qui est destiné aux communautés LGBTQ+, sur la scène internationale. Donc, depuis 2013, le Global Philanthropy Project répertorie, dans le fond, tout ça et dit, bon, ben, on est rendu à tel montant dans telle région dans le monde et
là, ça va bien, là, ça va moins bien. Et Égide, quand a été créé l'organisme international francophone LGBTQI, s'est dit ça serait intéressant d'avoir des données spécifiquement sur la francophonie LGBT. Parce que Égide, il faut dire, c'est un organisme qui est jeune aussi, là. Exact. Donc, ça a été créé en 2019, grâce au financement d'ailleurs du gouvernement du Québec, le ministère des Relations internationales. Donc, c'est un organisme qui est tout à fait jeune, là, donc 4 ans d'existence. Il a fallu bâtir la programmation, la vision, la mission. Et le déploiement de la programmation a commencé il y a quelques années, à peine 2-3 ans, là, que je pourrais dire que là, il y a vraiment un déploiement massif. Égide n'avait pas de membres en 2019. Là. Il faut aller recruter des membres à l'international. Ça veut dire solliciter les groupes LGBT au Cameroun, au Bénin, au Maroc, en France, en Suisse. Puis aujourd'hui, on est à 200 membres. Donc, c'est une belle alliance qui regroupe aussi des organismes LGBT situés au Québec. Donc, on voulait des données sur qu'est-ce qui se passe dans la francophonie LGBTQ+. D'où est-ce qu'il y a du financement, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est d'où l'origine du rapport. Oui, pour aligner votre travail en tant qu'agence internationale. Ce qu'on y apprend, entre autres, c'est que la francophonie compte 520 millions de personnes à travers le monde. On parle de 6 de la population mondiale, mais les organismes LGBTQ+ francophones ne reçoivent qu'1 % des subventions internationales. Alors, il y a un écart quand même assez important. Qu'est-ce qui l'explique? Bien, en fait... Première des choses, c'est sûr qu'il n'y avait pas énormément d'études là-dessus en partant. Donc là, c'est la première, en fait. Deuxième des choses, ce qui explique l'écart, c'est la francophonie LGBTQ+. Puis quand je dis francophonie, c'est pas l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, là, c'est plus les espaces francophones. En fait, on se rend compte que les organismes LGBTQI dans les pays francophones sont très, très peu développés. En fait, on parle d'organismes qui ne sont pas enregistrés, souvent parce qu'ils ne peuvent pas. 14 pays criminalisent l'homosexualité dans la francophonie. Donc, impossible d'incorporer une entreprise qui dirait Fierté Arc-en-Ciel Bénin, là, ou, non, le Bénin ne criminalise pas, mais mettons, je sais pas moi, Fierté Arc-en-Ciel Algérie, là. Donc, ça serait beaucoup plus compliqué c'est plus compliqué quand tu peux même pas t'enregistrer, puis demander des fonds, puis de pouvoir te constituer comme organisme. Donc, c'est beaucoup des gens qui travaillent en sous-marin, de manière cachée, bénévolement, puis qui essaient de développer une programmation, puis de faire du plaidoyer, faire de la sensibilisation, ou même du service. Donc, c'est pas étonnant non plus qu'il n'y ait pas énormément de fonds, parce que ces organisations-là qui sont jeunes, qui ont un déficit au niveau de l'expertise, qui ont peu de capacité financière, peu de capacité tout court, en tout point, ne sont pas capables d'aller appliquer à des subventions qui existent, qui sont d'ailleurs très souvent uniquement en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans votre vie, là, mais remplir une demande de subvention qui n'est pas dans sa langue maternelle, là, c'est une complexité. Juste envoyer un rapport d'activité ou des états financiers, les documents que le bailleur de fonds demande, il faut tout traduire ça. Donc, c'est une complexité immense. Donc, il y a vraiment une barrière linguistique aussi, ce qui fait que les organismes de la société civile francophone à travers le monde n'appliquent pas ou ne peuvent pas carrément appliquer aux bailleurs de fonds internationaux. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous venez de dire sur la nature, en fait, des organismes dans certains pays qui ne peuvent pas être clairement affichés comme LGBT parce que c'est criminalisé. Ça vient rejoindre une autre donnée du rapport qui précise que les populations qui reçoivent le financement, il y a presque la moitié des fonds vont à des organismes qui travaillent auprès des personnes qui ont le VIH-Sida. Là aussi, on doit en comprendre que c'est parce que c'est comme une porte d'entrée, la seule, en fait, porte d'entrée qui existe pour ces communautés-là? Oui, exactement. Donc, dans des pays où l'homosexualité, quand je dis homosexualité, ça comprend évidemment l'identité de genre et tout ça. C'est parce que si l'homosexualité n'est pas reconnue, on s'entend que les autres autres communautés sont encore moins reconnues. Donc,
En fait, ce qui se passe, c'est que dans des pays où il n'y a pas de loi qui protège les communautés LGBT, ou qu'il y a de la criminalisation, ou qu'il y a une intolérance majeure dans la société, la défense des droits LGBT va passer via les organisations en santé sexuelle. Donc, dans les organismes de lutte contre le VIH ou pour la prévention du VIH. Donc, les organisations internationales vont soutenir sous des enveloppes budgétaires pour la santé des organisations qui sont en aide pour les personnes vivant avec le VIH. Et à travers ces organisations-là, puis ici, je tiens quand même à le préciser, là, c'est pas juste les communautés LGBT qui sont touchées par le VIH, c'est l'ensemble des populations. Mais pour une question historique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes LGBT qui se retrouvent au sein de ces organisations-là et qui, par la bande, mènent des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour la défense des droits LGBT. Donc, c'est ce qui explique qu'historiquement, les groupes en santé VIH ont... Donc là, déjà, on observe une barrière ou un obstacle à défaire aussi, à changer la situation, mais c'est que ça doit se faire avec des changements locaux aussi. Oui, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que dans certains pays comme le Cameroun, ça peut créer certaines tensions, en fait, parce que l'argent va dans les organismes de santé, prévention et lutte contre le VIH. Et les organisations en défense des droits qui se sont beaucoup plus constituées. D'ailleurs, le Cameroun, on voit qu'il y a quand même du financement qui est octroyé pour la défense des droits. Mais là, disent, il est temps qu'on donne à d'autres. Donc, ça crée des tensions internes. Là. Je pense que tout le monde veut aller dans la même direction. C'est juste que le problème, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est un sous-financement chronique là, général dans la francophonie qui crée des tensions parce que les groupes cherchent à avoir leur part du gâteau là, pour mener leurs actions, puis on peut bien les comprendre. Il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est pas tout noir dans ce portrait. Entre autres, depuis 2013, en fait, entre 2013 et 2020, le financement a plus que triplé. Donc, on est passé d'environ 3 millions de dollars à 11 millions de dollars par année. Comment interpréter cette hausse-là? En fait, c'est parce qu'il y a des organisations internationales qui se sont mises sur pied pour les territoires francophones. Donc, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on veut que les pays francophones aient plus d'argent pour les organismes en défense des droits LGBT, bien, il faut qu'il y ait des gens qui en prennent conscience et qui se mettent à financer. Donc, il y a eu ISDAO, j'avais l'acronyme, là, Initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest, qui finance des projets en Afrique de l'Ouest. Et il y a Égide, en fait. Les financements d'Égide sont répertoriés dans le rapport. Égide a créé un fonds qui s'appelle Charlot Jeudi. Donc, c'est en l'hommage et à la mémoire d'un grand militant haïtien, Charlot Jeudi, qui a été sauvagement assassiné en 2019-2020, si ma mémoire est bonne, et qui était administrateur de Égide. Charlot a d'ailleurs eu l'occasion de venir à Montréal à plusieurs reprises. Il a fait des entrevues à Radio-Canada pour expliquer la situation haïtienne. Bon, bref, on a nommé le fonds en hommage à Charlot. Et ce fonds-là sert à soutenir les membres d'Égide, donc les organisations LGBT dans les espaces francophones. On finance des projets de renforcement des capacités parce que, comme je vous disais, les organisations LGBT dans la francophonie sont jeunes et ont besoin d'abord d'aller chercher l'expertise, du savoir-faire, de mettre sur pied les bases des organisations qui, pour nous peut nous paraître un peu acquises, quoique c'est encore drôle. Bien, en tout cas, ça va être intéressant de parler à Kevin après parce que, aussi, au Manitoba, l'organisme est jeune. Il y a une donnée qui m'a vraiment surpris dans ce rapport, c'est celle sur les pays de localisation des subventionnaires les plus importants. Au sommet du palmarès, donc les pays qui donnent le plus de fonds, il y a les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Puis, en 4e et 5e position, il y a la Belgique et le Canada. Donc, moi, ça m'a paru complètement incohérent que ce soit des pays anglophones ou autres qui soient en haut de cette liste. Pourquoi ce n'est pas des pays francophones? Bon, en termes de méthodologie, il y a un point qu'il faut quand même mentionner dans le rapport, c'est que la France, mauvais élève, n'a pas communiqué ces données.
comme je le précisais en amont d'entrée de jeu. Encore un peu de travail à faire. C'est de l'autodéclaration. Bon. Mais les Français nos cousins français, on les connaît, ils sont bien orgueilleux, donc ils participent déjà à la prochaine production du rapport. Mais si ça a permis à la France de se rendre compte qu'elle était pas mal la seule à ne pas communiquer ces données, ben, tant mieux, ça nous permet d'avancer. C'est justement le but de l'exercice. Donc, c'est sûr que la France, mais soyons honnêtes, là, la France a créé le poste d'ambassadeur français aux droits des personnes LGBT. Il a eu l'occasion de venir au Québec dernièrement. Il fait la tournée de différents pays de la francophonie. Et M. Berton, c'est un ambassadeur très, très intéressant, très au fait des enjeux. Mais on voit bien que la France n'investit pas vraiment tant que ça là, dans des organismes LGBT de la francophonie. Et pour avoir plus de leadership. Là. Absolument. Puis, d'après moi, la France, c'est la clé. Là. C'est pour ça que je ne veux pas être trop sévère avec la France, parce qu'on on a besoin d'eux. On a besoin de la France. Mais c'est ça, je pense que ça fait partie du travail d'Égide. C'est pour ça qu'Égide a été créé. C'est qu'on veut faire prendre conscience que la francophonie existe. Vous l'avez dit, 50 millions de locuteurs francophones. Ça va devenir probablement la 3e langue la plus parlée d'ici 2050. Il faut à quelque part qu'on investisse dans les pays francophones. Puis quand on parle d'investissement, c'est pas juste investir dans les patates, là, puis investir dans les autos. Là, c'est aussi investir dans la défense des droits. Ça, oui. C'est important. Puis les Pays-Bas, je pense que vous me disiez que c'est, entre autres, pourquoi ils se retrouvent, c'est parce que leur programme est accessible dans toutes les langues, c'est ça? Enfin, entre autres, leurs fonds sont destinés pas juste à des projets néerlandais, l'irlandais, oui. Où la documentation aussi est disponible dans plusieurs langues. Ça fait partie de pourquoi ils sont un peu champions dans le domaine? Oui, absolument, parce que quand on peut appliquer à des appels à projets dans ta langue maternelle, c'est beaucoup plus facile de déposer un projet que dans une langue qu'en néerlandais, par exemple. Mais je pense que les Pays-Bas, ils ont aussi une stratégie diplomatique. On s'entend que les Pays-Bas, c'est pas le pays qui est le plus dominant là, sur la scène internationale. Là. Je pense qu'ils ont une influence régionale, mais de là à dire qu'ils ont une grande influence internationale, je pense qu'on peut relativiser. Mais c'est quand même à leur honneur parce qu'ils ont décidé d'avoir une influence diplomatique basée sur la défense des droits puis la défense des minorités LGBTQ+. Donc, chapeau aux Pays-Bas. Parlons un peu du Canada. Le Québec a reçu environ 17 % du financement accordé au pays. C'est quoi les obstacles à mais ça reste très peu là, pour financer les besoins. C'est quoi les obstacles à un financement adéquat qui sont particuliers à notre pays? Bon, ben, c'est sûr que là, les données, en fait, ce que le rapport comptabilise comme données, c'est les sorties d'argent vers d'autres pays. Donc, ce que le rapport dit, c'est que l'argent qui est distribué à l'interne même du Canada, par exemple au Manitoba ou au Québec du gouvernement fédéral, ça mériterait d'être plus approfondi. Mais si on rentre vraiment dans les enjeux canadiens, là, qui est tout à fait pertinent comme sujet, ce que je peux dire, puis je vais peut-être me faire lancer des roches par mes amis du communautaire, mais pour être réaliste, en fait, puis franc, là, on n'a jamais eu autant d'argent pour les organismes LGBT qu'avant. Ça s'explique parce que les politiciens ont pris ont assumé leurs devoirs, là, puis ont développé des organes étatiques comme le secrétariat LGBTQ2 au fédéral, justement pour lutter contre l'homophobie et la transphobie au Canada, mais aussi octroyer des fonds un peu partout au Canada pour soutenir les groupes communautaires LGBT. Donc, par contre, rien n'est acquis. Hein. On est sur la bonne voie. On est content des progrès des dernières années. On peut clairement en faire plus. Là. Il y a beaucoup de revendications, mais il faut quand même le dire, il y a eu pas mal d'avancées aussi. Mais on voit des reculs un peu partout dans le monde. Il n'y a rien... Ce qu'on considérait comme des acquis
on se rend compte que ce sont des victoires et qu'on peut reculer. Donc, ça, c'est un changement de gouvernement, ça peut changer la donne. Ouais. Puis il y a aussi toutes les négociations provinciales, fédérales, question de financement et tout ça, ça vient entrer dans votre travail ou ça vient compliquer parfois les négociations? Oui, c'est entre autant il peut y avoir de la collaboration entre le Québec et le Canada, autant il ne peut ne pas y avoir de collaboration. Ce qui est un peu particulier, dans le cas des GID, on tombe dans la zone collaboration entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Mais quand on regarde le financement du gouvernement canadien par rapport soit le financement domestique qu'on appelle, donc à l'interne du Canada, mais aussi à l'externe, c'est sûr que ça va beaucoup plus dans l'anglophonie, si on me permet l'expression. Parce que les francophones, puis je suis sûr que Kevin pourra nous en expliquer beaucoup plus en détail, de manière beaucoup plus pertinente que moi, mais on s'entend que les communautés francophones au Canada ont à la base moins d'argent, puis sont un petit peu moins structurées, surtout à l'extérieur du Québec, ce qui fait que quand il y a des appels à projets, c'est surtout les groupes anglophones qui sont plus nombreux et mieux structurés qui finissent par appliquer puis obtenir l'argent. Fait que le Canada n'est pas asymétrique. Hein. C'est une fédération symétrique. Il n'y a pas de distinction entre les groupes linguistiques. Ça, c'est un reproche que je suis un peu tout seul là, au fédéral à dire au secrétariat LGBT. C'est important qu'il y ait des mesures qui visent spécifiquement les communautés francophones et pas toujours être dans pan-canadien et de manière symétrique. Ça désavantage les communautés francophones au final. En terminant, j'aimerais qu'on revienne sur cette conférence internationale qu'Égide a organisée la semaine dernière. D'abord, est-ce que vous pouvez juste nous résumer, c'était quoi cet événement-là? Oui, donc, événement fort d'Égide. Donc, dans la mission d'Égide, ça comprend aussi rassembler les militants et les militantes de partout dans le monde. Moi, ce qui me passionne chez Égide, c'est la rencontre entre les gens du Nord et les gens du Sud. C'est fou ce qu'on apprend, puis les échanges culturels, puis les échanges d'outils, de connaissances, puis on en ressort vraiment grandi là, de ces rencontres-là et très motivé avec une bonne dose de solidarité. Ça s'est passé comment? Bon, là, en fait, ça s'est plus ou moins bien passé, en fait, parce que la première édition... J'ai des jeunes en 2019. Il y a eu une première édition à Genève, il y a eu la pandémie, on a dû faire la conférence internationale en ligne. Cette année, on travaillait pour tenir la conférence au Bénin, qui est d'ailleurs un petit havre de paix en Afrique francophone. Le Bénin ne criminalise pas, le Bénin suit quelques recommandations que lui fait l'ONU. Il y a une tolérance qui est très, très visible, donc chapeau au Bénin. Le problème, c'est qu'il y a eu une fuite dans la stratégie de sécurité et les pays environnants se sont mis à être au courant de notre conférence et on craignait pour la sécurité des participants et des participantes qui venaient des pays africains environnants et qui constituaient 70 % de notre participation. Donc, on a décidé d'annuler la conférence en personne qui avait lieu au mois d'octobre pour la transposer en virtuel en novembre. C'est émotivement prenant parce que c'est quand même la plus grande conférence francophone LGBT au monde, là, qui commence à être de plus en plus connue, mais on parle quand même de 250 personnes qui étaient supposées être là en personne. Et on a transposé en virtuel, mais ça s'est bien passé. Je sais que vous étiez là. Oui, il y a quelques journées de participation. Il y a une déclaration commune qui a été adoptée à la fin aussi. Exact. Prochain rendez-vous, on espère donc à ce moment-là le pouvoir faire en personne. Oui, mais ce qui est arrivé avec la conférence, c'est un peu la raison pour laquelle Égide existe. À un moment donné, on lutte contre un international qui est homophobe, transphobe, puis dans des pays francophones où il y a encore beaucoup de chemin à faire. Comme je le disais, c'est 14 pays qui criminalisent l'homosexualité. T'sais. Fait que l'OIF n'en parle pas du tout là, de ces enjeux-là. Là. Donc, mais je garde espoir. Puis effectivement, on s'est vu en ligne, mais on en ressort avec de beaux projets. Excellent. Bien, merci beaucoup, Laurent Brault. On va poursuivre cette discussion avec Kevin du Manitoba après ce petit interlude musical.
temps de boire une petite gorgée d'eau aussi. On va se promener du côté de la francophonie manitobaine. Je suis très content de pouvoir en parler. Je dois le mentionner pour les personnes qui ne le savent pas. J'ai vécu à Winnipeg pendant près de 3 ans lorsque j'ai fait mes armes en journalisme. Alors, j'ai un attachement particulier à cette province. Et donc, comme je l'ai dit en début d'émission, là-bas aussi, il y a un premier rapport qui dresse un portrait des communautés LGBTQ francophones dans la province. J'en discute avec l'un des co-auteurs, Kevin Prada, qui est aussi membre du collectif LGBTQ du Manitoba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-manitobain. Juste d'abord, pour expliquer votre présence ici, qu'est-ce que ça fait qu'il y a de nouveau le plaisir de vous avoir en personne ce soir? En fait, ce sont mes études universitaires qui m'ont apporté à Montréal. Alors, j'étudie en psychologie du counseling. J'étudie à McGill. Alors, je suis ici depuis quelques mois seulement, mais j'aime beaucoup. Bon, bienvenue à Montréal. Alors, votre histoire du collectif LGBTQ du Manitoba qui a chapeauté l'étude, c'est drôle, elle ressemble à celle des Gilles. Hein? Vous avez été créé en 2019 aussi. Oui, justement. Voilà, je trouvais que c'était un drôle d'adore. Les astres étaient alignés pour qu'on vous reçoive en duo aujourd'hui. Une de vos premières actions, c'est juste une action de fond globale, c'est justement cette étude. Là aussi, pourquoi est-ce que c'est important de commencer par ça? Absolument. Notre AGA fondatrice nous a mandaté de faire un premier état des lieux. Avant de se lancer dans quoi que ce soit, comprenons c'est qui notre communauté, les personnes d'expression française de SLGBTQI au Manitoba, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs expériences de discrimination, de stigmatisation, puis on va ouvrir vers l'avenir, parce que ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit sans savoir exactement ce qui tient à cœur notre communauté. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend dans ce rapport-là? Oui, vraiment, il y a quelques constats qui en émanent, qui sont même frappants. D'abord, on voit une double stigmatisation parce qu'on comprend qu'au Manitoba, la francophonie, c'est une francophonie minoritaire. La communauté queer, la communauté de SLGBTQI, elle aussi est minoritaire. Alors, lorsqu'on appartient à ces deux communautés-là conjointement, là, on est parfois vraiment mal pris. Et justement, c'est ce que nos personnes répondantes nous ont dit, à nous faire comprendre qu'une grande proportion, au-delà de la demi des personnes répondantes, se sont senties moyennement peu ou pas accueillies par la communauté francophone à raison de leur identité queer. Et inversement, un tiers se sont sentis moyennement peu ou pas accueillis par la communauté queer du Manitoba en raison de leur expression, de leur identité comme francophone. Alors, on voit vraiment un double enjeu qui se manifeste. Et de là sont sorties vraiment 3 grandes recommandations. De un, on a vu qu'il y avait vraiment quand même une population assez restreinte qui a été représentée dans notre échantillon, quand même une population largement blanche, une forte proportion gay, lesbienne, bisexuelle, bien nantie en situation urbaine. Alors, on veut élargir l'étude. Justement, on est actuellement en train de... Justement, ce soir, avant d'intervenir, je relisais un rapport qui émane de notre projet sur les jeunes de SLGBTQ et d'expression française, qui s'est fait dans les milieux scolaires, aussi les aînés, la transition vers la parentalité, c'est d'autres sujets. Secondement, c'est de voir à l'épanouissement culturel de notre communauté pour voir et veiller à ce que les membres de notre communauté aient des milieux pour pouvoir pleinement s'exprimer, s'épanouir dans leur francophonie autant que dans leur identité queer, sans devoir mettre en sourdine l'autre identité au profit de l'autre. Et troisièmement, c'est de s'investir dans les services de santé. Alors, la santé physiologique, la santé psychologique et la santé sexuelle, parce qu'il y a très peu de services de santé francophones au Manitoba, de un. C'est encore plus rare, sinon non existant, lorsque c'est aussi queer-friendly, comme on l'appellerait. Alors, c'est vraiment de s'investir dans cette infrastructure-là parce que les gens de notre communauté sont très peu ou pas desservis. Revenons sur cette double discrimination dont vous parliez. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait un aussi grand pourcentage de personnes qui se sentent rejetées dans les deux communautés? Oui, c'est une super bonne question. On a une communauté manitobaine qui est quand même grande. Vous savez, souvent au Québec, on oublie que les francophones au Canada, hors Québec, ça existe, puis on est quand même très nombreux. Mais c'est une francophonie qui a été depuis très longtemps stigmatisée, opprimée. Et donc, en résultat, moi, ma vision de ça, c'est de voir que c'est une communauté qui a dû se tenir très, très, très près l'un de l'autre, mais qui a dû s'homogénéiser. C'est ça ce que ça veut dire d'être franco-manitobain. Ça veut dire d'être blanc, d'être catholique, de vivre dans certains milieux, de vivre selon certaines traditions.
Et vraiment, le catholicisme de la francophonie manitobaine, c'est inséparable. C'est vraiment notre génétique est écrite dans l'Église catholique. C'est là où, lorsque tout le reste de la société nous a opprimés, c'est là, dans l'Église, qu'on a pu célébrer notre culture, parler notre langue, ou partout d'autre, c'était illégal. Mais aujourd'hui, on voit le problème très, très, très clair. Alors, dans la francophonie, on est seulement en train de commencer à se rendre compte que notre diversité, de un, c'est une diversité raciale. Ça fait seulement 5-6 ans qu'on se rend compte que, ah ben, c'est plus une francophonie purement blanche. Puis même, majoritairement, elle n'est plus blanche. Mais de deux, que cette diversité-là s'étend plus largement que juste la diversité raciale, mais c'est aussi une diversité en termes d'identité sexuelle, de genre, de handicap et de tout plein d'autres différents éléments identitaires qui se conjuguent et s'intersectent. Alors, c'est encore très nouveau. On n'a pas une culture non plus qui met au profit cette communauté queer francophone. On ne se voit pas représenté dans les médias, on ne se voit pas représenté dans l'histoire, dans la musique. Et il y en a pourtant. Justement, cet été, à Fierté Winnipeg, le collectif, on avait un petit kiosque. Puis j'avais des jeunes qui venaient nous voir. Hein? Des artistes francophones, queer au Manitoba, ça existe? Oui, ça existe. Mais où les trouver? On ne les connaît pas dans le milieu scolaire, dans le milieu culturel. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour s'investir dans ces arts-là et cette expression-là? À la télévision, à Radio-Canada, est-ce qu'on voit? Parce que nous, comme francophones de l'Ouest, on est différents que les Québécois. On est différents même que les personnes les provinces atlantiques. Alors, nous, d'avoir notre voix à nous comme francophones de l'Ouest, comme francophones queer de l'Ouest, ce serait important de faire valoir vraiment notre expérience, notre voix, notre vécu dans tout ça. Conversement, la communauté queer, c'est une communauté, déjà, on en a entendu parler, c'est une communauté largement anglophone. Et à Winnipeg, tous les organismes, sauf le collectif qui desservent les personnes queer, c'est des organismes anglophones. Alors, c'est pour ça qu'on voit une grande insatisfaction par rapport surtout aux services de santé sexuelle queer, parce qu'il n'y en a pas en français. Alors, les gens ne sont pas desservis dans une langue, dans un vocable qui les rejoint, puis encore moins en service psychologique. Moi, je m'en vais pour être le premier psychologue clinicien au Manitoba qui parle français puis qui est ouvertement queer, le premier ever. Ça n'existe pas. Pourtant, on a une communauté pour qui ça, c'est une très grande priorité, un très grand besoin. Alors, on voit plusieurs besoins qui sont insatisfaits. Justement, pour ceux qui ne me voyaient pas hocher la tête violemment à ce qui se faisait partager avant, le collectif, on est encore très, très, très nouveau. Et on est justement maintenant en train de faire des demandes de sub pour avoir du financement de base. Mais jusqu'à présent, c'est tous des bénévoles, là. Alors, on a vraiment besoin d'un financement pour commencer à appréhender ces problèmes-là. Bon, bien, parlons-en de financement. Vous souhaitez collaborer avec les ordres professionnels, avec les ministères. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a une collaboration qui est existante? Pas tout à fait. Vraiment, la dernière mouture, le dernier rapport qui a été publié, justement, est intéressant, cet effet-là. Ça s'appelle Bien dans notre peau. Et vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est de voir qu'il y a un désir quand même dans les pouvoirs de service de vouloir desservir la communauté franco-queer au Manitoba. Mais on ne sait pas toujours comment faire. Et surtout, lorsqu'on n'est pas francophone ou lorsqu'on n'est pas queer nous-mêmes, on ne sait vraiment pas par où commencer. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des consultations communautaires sur 3 thématiques. Alors, les thématiques de services éducatifs, de services de santé et de services culturels. Puis, on a voulu voir, à partir de notre communauté, encore cette thématique-là de rien pour nous sans nous, mais de voir d'abord notre communauté nous dit quoi par rapport aux conditions gagnantes qui font en sorte qu'elles se sentent pleinement accueillies dans toutes les sphères de leur identité, sans mettre en sourdine leur francophonie en faveur de leur identité queer ou inversement. Et vraiment, ce que ça a donné, c'est un outil de diagnostic, on a appelé ça, pour que les différents pourvoyeurs de services puissent s'auto-évaluer eux-mêmes puis se dire « Ah, OK, voici les conditions gagnantes, je me donne un score, puis ah, c'est peut-être là où j'ai besoin de miser davantage, où il y a peut-être une lacune à ce niveau-là. » Puis on publie ça pour pouvoir outiller les gens, puis en disant que c'est pas une critique. Là. Même le collectif, on ne devrait jamais avoir un score de 100 %. Il n'y a pas personne qui devrait avoir un score de 100 %. On est toujours tous en train de s'améliorer, de grandir. Mais c'est vraiment pour être un outil d'auto-réflexion et espérant qu'on ait des demandes de sub qui ont des succès bientôt, on espère complémenter ça d'un outil de complément professionnel pour dire un diagnostic sans traitement, c'est incomplet. Alors, si on identifie des lacunes au niveau des services, comment on fait pour outiller les éducatrices et les éducateurs?
les médecins, les psychologues, les pourvoyeurs de services culturels, avec exactement ce qu'il leur faut pour pouvoir améliorer cette lacune-là qui a été identifiée. Il y a eu une élection récemment au Manitoba. C'est un gouvernement néo-démocrate qui a gagné, qui remplace un gouvernement progressiste conservateur. Il y a une première personne non-binaire aussi comme députée, si je me souviens bien. Est-ce que pour vous, ça a bien changé la donne de pouvoir avoir de nouveaux interlocuteurs pour collaborer? Je pense que collectivement, au Manitoba, peu importe les couleurs politiques, en voyant les résultats de l'élection, on a fait comme un... Un petit soulagement. Ben, ça a fait dur pendant longtemps. Puis de tous les points de vue, on s'est dit que c'était vraiment le temps d'avoir un changement. Et puis pour moi, surtout avec les discours haineux qui sont en train de se faire, qui prennent de l'ampleur, notamment au Manitoba dans le domaine de l'éducation, d'avoir une personne non-binaire maintenant comme partie prenante qui a actually un vote, qui a actually une voix dans la législature provinciale, pour prendre la parole, oui, dans les questions qui ont rapport à l'identité de genre, mais qui ont rapport à toutes les autres questions aussi, tous les autres problèmes, tous les autres enjeux sociaux. Je trouve que c'est très, très, très encourageant. Et surtout pour les jeunes et les élèves queer dans nos écoles, pour qui souvent leurs modèles sont très homophobes, biphobes, transphobes, de voir quelqu'un qui a réussi à se faire élire à ce niveau-là, je trouve que c'est très, très, très encourageant. Alors pour moi, j'ai hâte à voir. Tout peut changer. Comme on a dit, les victoires, des fois, on oublie que c'est que des victoires. On peut les perdre. Des changements, surtout au niveau fédéral, qui pourraient s'annoncer bientôt. J'ai peur de voir ce que ça pourrait engendrer comme conséquence. Mais quand même, au Manitoba, c'est bon signe. Vous avez parlé des écoles. Je me souviens, quand j'étais là, il y a une dizaine d'années, il y avait eu un sujet qui avait fait toller dans les nouvelles, parce que l'Université de Saint-Boniface, qui est l'université francophone à Winnipeg, et il y avait eu des affiches qui avaient été posées pour dénoncer l'homophobie, et ces affiches-là avaient été vandalisées, il y en avait qui avaient été arrachées et tout. Je me souviens qu'il y a eu des tensions parce que, à ce moment-là, il y avait certains groupes issus de l'immigration qui avaient été pris, qui avaient été accusés d'avoir fait ça et tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'image, le portrait de la francophonie manitobaine change, entre autres, avec l'immigration. Comment est-ce que l'arrivée de toutes ces nouvelles personnes, et il y en a beaucoup d'Afrique qui arrivent à Winnipeg, vient changer les dynamiques, entre autres pour l'inclusion des personnes LGBTQ? Ouais, c'est une super bonne question. Vous savez, au Québec, on parle de 2 solitudes. Moi, je dirais qu'au Manitoba, il y en a 3. On a les franco-manitobaines et franco-manitobains, genre pure laine, air quotes en tabarouette, mais qui sont nés dans familles francophones, qui ont une histoire familiale de francophonie. Ensuite, il y a les francophones issus d'immersion française, qui apprennent le français comme une seconde ou troisième ou xème langue. Et ensuite, il y a les personnes qui viennent de pays africains, qui émanent de pays africains, qui soient immigrants, qui soient réfugiés. Et ce qu'on voit, c'est une dimension vraiment étrange d'insécurité linguistique qui s'introduit et s'insinue entre ces 3 groupes. Donc, par exemple, à l'Université de Saint-Boniface, mais comme partout d'autres, tu vois, tu finis par avoir 3 groupes qui sont insécures l'un face à l'autre, alors on ne se parle pas. Alors déjà là, il y a des grandes barrières. Et lorsqu'on a introduit ensuite un bagage culturel qui, parfois, peut être très hostile contre les identités queer, ben là, il peut y avoir des grandes tensions. Aussi, du côté de la francophonie manitobaine, il faut le dire, il y a quand même un certain racisme qui peut aussi continuer à surgir aujourd'hui. On a été tellement habitués à dire franco-manitobain, c'est blanc, c'est catholique, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, d'un coup, on est comme déstabilisé. Alors, il y a plusieurs différentes dynamiques hyper complexes qui sont en train de se manifester, qui font en sorte que, d'abord, on a un racisme, de 2, on a une homobitransphobie qui est vraiment en train d'émaner de toutes les 3 de ces solitudes-là, de différentes façons. Alors, on vient vraiment avoir des réalités qui sont difficiles à appréhender. Et encore plus, on a des personnes qui viennent de cette communauté immigrante qui sont queer, qui sont ni acceptés dans la francophonie à raison de la couleur de leur peau ou de leur accent, qui sont ni acceptés par leur famille d'origine ou par leur communauté ethnoculturelle en raison de leur identité queer. Et là, on fait quoi pour eux? Alors, il y a plusieurs différents enjeux très, très, très complexes. Ça revient à cette double discrimination, l'intersectionnalité dont on parlait, oui, ouais. qui s'ajoute. Quand on s'est parlé en prévision de cette entrevue, il y a un sujet dont vous vouliez parler, c'est celui des aînés. Parce que, bon, la religion catholique, encore une fois, encore très présente, et ça a un impact sur la vie de ces aînés-là.
Oui, vraiment. Vous savez, à Winnipeg, les foyers francophones sont uniquement catholiques. Alors, anecdotiquement, on entend des histoires de gens qui retournent dans le placard pour pouvoir vivre en sécurité une fois qu'ils atteignent le foyer. Alors, pour nous, on veut apprendre à connaître leur histoire, quels sont leurs besoins, mais on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas moyen de les rejoindre, parce que pour être sécuritaire, c'est comme on retourne dans le placard, puis on reprend des décennies de progrès que cette personne-là a dû faire. Alors, pour nous, comme collectif, c'est d'essayer d'œuvrer à trouver des nouveaux moyens novateurs, créatifs, pour arriver à les rejoindre, commencer à entendre leurs histoires, pour commencer à répondre à leurs besoins. Mais c'est encore une population qui est vraiment pas desservie. Et pour moi, comme personne jeune qui sera un jour moins jeune, j'espère qu'il y aura des changements sociaux d'ici là. Avant de se laisser, on va parler un petit peu de culture, parce qu'on va le parler avec Parfaite après. Vous en avez glissé un mot, l'accès à la culture, l'accès à la musique, au théâtre. Comment c'est au Manitoba pour la communauté francophone queer? Il y a des lieux d'espace, disons-le, le Centre culturel franco-manitobain, par exemple, la Maison des artistes visuels francophones. Théâtre du Cirque Molière. Voilà, il y a des événements comme Cinémental qui célèbrent le cinéma francophone. Est-ce qu'au fil des années, vous avez remarqué quand même une amélioration de la représentativité queer? Bon, une amélioration, oui, mais le point de départ, il n'est pas fort non plus. Alors oui, comparativement, il y a une amélioration, mais je trouve qu'il y a encore énormément de progrès à constater. Vous savez, au Festival du Voyageur, c'est le plus grand festival d'hiver. Il y a une soirée queer. C'est déjà pas rien. Ça n'existait pas dans mon temps. Ça existait. mais c'est un progrès. Au CCFM, au Centre culturel franco-manitobain, il y a quand même une certaine présence. Éric Plamondon, qui est artiste francophone, queer au Manitoba, qui a quand même des expositions. Même chose à la Maison des artistes visuels. Théâtre du Cirque Molière, qui commence à incorporer ces histoires-là dans leur menu annuel de différentes pièces. Mais il y a encore énormément de progrès à faire. De un, il faut s'investir. Vous savez, l'investissement dans les francophones, c'est pas juste l'investissement dans l'agriculture, c'est aussi l'investissement dans l'épanouissement, dans la culture, dans l'effervescence de ça veut dire quoi d'être francophone, queer au Manitoba. Pour qu'ensuite cet investissement commence à prendre fruit, commence à germer par des artistes, eux qui savent s'exprimer, qui savent assumer leur place. Alors je trouve que c'est un avenir très, très, très prometteur. Il y a énormément de potentiel. Et c'est le fun de voir le collectif qui commence à prendre de l'ampleur. Vous savez, quand on a d'abord fait la publication des nôtres, de ce premier projet de recherche-là avec le collectif, on l'a fait seulement avec des membres de la communauté. Genre, les médias, c'était nous. C'était sur Zoom, c'était pendant COVID, seulement les membres de la communauté. Il y avait de l'émotion, mais des gens en larmes. Et finalement, il y a quelqu'un qui a pris la parole pour dire il n'y a pas rien là-dedans qui est nouveau. Là. Il n'y a rien là-dedans qui nous surprend. Mais c'est que ce qu'on dit depuis très, très, très longtemps, là, depuis 50, 60, 70 ans, finalement, on le voit sur papier. Finalement, on se sent entendu, on se sent vu. Alors, c'est de dire que cette communauté-là, c'est pas du nouveau. Ça vient pas de nulle part. Ça existe depuis forever. On a le collectif là, qui, pour une première fois, commence à leur donner de l'exposition, commence à leur donner une voix. Mais pour moi, c'est vraiment un germe d'un avenir très, très, très prometteur. Êtes-vous membre d'Égide? Pas encore. Ah, hey, justement, j'avais comme mes Spidey Sense qui est en train de... Il faudra qu'on se prenne des coordonnées. Oui, ça sert à l'émission aussi, faire des belles rencontres comme ça. Mais merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous du collectif LGBTQ du Manitoba. Merci à vous.
Un petit mot spécial, je ne sais pas si vous l'aviez entendu ou l'aviez su, mais on a appris ce soir le décès du chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui luttait contre un cancer de la prostate. Même si ce n'est pas un groupe de la communauté LGBTQ, je voulais quand même prendre un petit moment pour le saluer parce que ses chansons ont contribué à mon éveil social, à forger mon identité aussi de citoyen engagé. Donc, nos pensées vont évidemment à ses proches et à la grande famille des Cowboys fringants. Je trouvais ça important de le souligner. Maintenant, un petit mot plus réjouissant sur le Festival de la fierté trans du Québec qui a commencé en début de semaine à Montréal. Ça se poursuit jusqu'au 2 décembre et il y a une tonne d'activités au programme. Je vous invite à aller consulter les informations sur Internet. En culture, il y a des soirées de poésie, de comédie, il y a un bal masqué également. Le Salon de la fierté trans a lieu le 18 novembre de 10h à 19h. C'est l'occasion de rencontrer des artistes, des organismes, des entreprises de nos communautés. Et puis, il y aura la Marche du souvenir trans lundi le 20 novembre. C'est à 18h à Montréal. Encore une fois, l'information est disponible sur leur site Internet. Et mon petit dernier message d'intérêt, je rappelle que tous acceptent vos soumissions de reportages sonorisés. Si jamais vous êtes journaliste indépendant, indépendante, vous pourriez bénéficier d'un soutien de l'Association des journalistes indépendants du Québec, la GIC. Mais faites vite parce que la date limite pour déposer votre projet avec la GIC, c'est le 17 novembre. Mais par la suite, on va quand même accepter vos soumissions. C'est juste qu'il y aura moins de fonds disponibles puisque la GIC ne pourra pas vous soutenir. Voilà, c'était mon dernier petit message d'intérêt. Parfait, Mouswanga. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez vous décrire pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent par le son seulement? Oui, alors, mon nom est Parfaite Ségolène Mouswanga. Je suis chroniqueuse culturelle à l'émission Pour tous. Et dans la vie, je suis comédienne. Et donc, on parle aujourd'hui de cinéma parce que le festival Images et Nations débute demain à Montréal, la 36e édition. C'est un événement pionnier, là. Ça fait longtemps. Oui. C'est depuis plus de 30 ans à Images et Nations. Et c'est donc un festival qui se consacre à la diffusion des histoires et des expériences LGBTQ+. C'est un festival annuel, inclusif, de 11 jours. C'est le plus ancien dans son genre au Canada. Et donc, grosse programmation sur 11 jours, quand même 175 films, 27 pays représentés. Oui, c'est vraiment une très belle variété, surtout qu'il y a des pays qu'on voit peu en festival, comme l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie. Puis, justement, j'ai décidé de plonger dans l'œuvre bulgarienne, justement. Et j'ai regardé le film qui s'appelle Lyuben. Alors, c'est un film de Venchi Kostov. C'est le premier film LGBTQ+ réalisé en Bulgarie. Et donc, c'est là le récit complexe de deux individus qui s'unissent par affection, par survie, un peu par intérêt aussi, mais deux personnes que absolument tout oppose dans un contexte social que les films s'efforcent aussi d'exposer. Donc, l'un est un futur père qui appartient à la communauté Rome, qui est une communauté discriminée. Et l'autre a un passé trouble, il est en plein conflit familial lorsqu'il revient chez lui après une longue absence. Et donc, c'est une union qui force une perspective qui est incroyablement touchante, mais terriblement troublante. Et c'est vraiment l'occasion de découvrir comment sont racontés les récits d'ailleurs, puis de quoi ils sont teintés, ces récits-là. Il y aura aussi une soirée où le Canada va être à l'honneur. Oui. Donc, le film de clôture du festival est, je vais le prononcer correctement, Venice Envy, The House of Venice Story. Donc, c'est un film qui réunit plusieurs artistes canadiens multidisciplinaires qui sont reconnus dans leur discipline, qui ont la mission de répandre la joie en ouvrant la discussion sur l'expression de genre. Et donc, le festival a annoncé que la soirée serait suivie d'un spectacle immersif et d'une fête organisée par la plateforme d'art performance Wiggle.
Il faut toujours terminer un festival par une grande fête. Je veux dire... Ça va de soi. Donc, il y a plusieurs projections à Montréal. On en parlait avec Kevin, l'accès à la culture aussi. Dans d'autres communautés, ça peut parfois être un défi. Là, il y a un volet de ce festival-là qui se passe en ligne. Oui, avec... donc, c'est le volet du festival qui s'appelle Images plus Nation Explore. Donc, c'est vraiment important pour eux que toutes les voix puissent s'entendre, se retrouver. C'est vraiment un rassemblement ils ont un volet du festival Plus aussi qui offre un espace virtuel de partage, de création queer de partout dans le monde. C'est une plateforme qui est extrêmement dynamique, qui a beaucoup de nouveautés. Donc, je vous invite à aller, à retourner voir... il y a de belles découvertes à y faire. Et c'est entre autres une vitrine aussi pour les créateurs, créatrices. Il y a des capsules qu'on peut consulter de ces créateurs-là? Oui, absolument. Et c'est ça, tout est accessible en ligne. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment en apprendre plus sur les coulisses de production, par exemple. On comprend un peu plus à quel point c'est un geste incroyablement engageant de créer. Et pour beaucoup de ces créateurs-là, de ces artistes-là, c'est presque une mission, c'est un devoir, c'est un geste politique de devoir léguer puis de créer un futur pour les audiences LGBTQ+, aussi. Donc, la programmation, elle est vaste, je l'ai dit, 175 films. Il y a autant des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. Tu as pu faire un tout petit peu le survol de la programmation. Puis il y a un titre qui a comme... piquer ta curiosité. C'est ça. Je regardais dans la section des courts-métrages. Il y en a un qui s'appelle Riopelle was non-binary. C'est un court-métrage d'Aimé Majot-Beauchamp, et donc qui m'a évidemment intriguée par son titre. Alors, j'ai pas eu le temps de le voir, mais je trouvais important de mentionner, comme c'est un peintre montréalais qu'on a célébré aussi récemment. Exactement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle salue l'affranchissement du peintre dans un hommage qui est tout simple, sans artifice, mais qui semble très beau et poétique. Avis aux adeptes ou aux fans de Riopelle. Et je sais que tu as été aussi très surpris, très enjoué par un documentaire. Il s'appelle un documentaire de Marie Laborie. Oui, j'ai regardé son documentaire qui s'appelle « Lesbienne, quelle histoire ». Donc, c'est une journaliste qui retrace son cheminement identitaire, mais aussi l'histoire des pionnières lesbiennes et l'histoire du mot en lui-même en France dans les années 1900 jusqu'à l'évolution des mœurs dans une Europe d'après-guerre avec l'image de la femme au foyer, l'importance de la procréation, des thérapies de conversion forcée aussi. Mais vraiment, de tout ça, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est le souffle fort de ces femmes lesbiennes, amies, féministes, qui se retrouvent dans une ou plusieurs de ces étiquettes que je prends le temps de dire prononcer avec des guillemets. Et c'est ça, ce sont toutes ces entités-là qui ont crié, scandé, chanté, qui ont marché. Ce sont des femmes qui se sont révoltées de toutes ces répressions sociales. Et puis, j'ai découvert dans... je vais faire tranche de vie. Tranche de vie. Dans mon propre cheminement et dans mon propre questionnement identitaire il y a plusieurs années, j'ai lu un roman qui s'appelle « Le puits de solitude ». Je ne sais pas si ça va en parler à quelques personnes dans l'audience, mais « Le puits de solitude », donc un roman de Marguerite Radcliffe Hall, qui est fantastique, qui parle de deux femmes lesbiennes et qui parle de cette solitude-là, dans ce besoin de vouloir, comment je peux dire, s'affirmer, de vivre, d'avoir ce besoin d'expression-là, mais c'est ce monde seul en définitive, parce qu'il faut savoir que le livre est sorti en 1928. Ah oui, c'était bien avant son époque. Oui, non, mais vraiment, on est sur une femme avec une vision et avec une façon de parler et de décrire ces situations-là qui parlent aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont en recherche identitaire, comme moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à découvrir et que je me posais des questions et que je ne pouvais pas aller voir des articles queer en ligne, mettons.
dans le documentaire, j'ai découvert qu'il y a toute une histoire avec la sortie du roman que je ne savais pas à l'époque. Donc, justement, c'est un roman qui a été banni au Royaume-Uni. Oui, à cette époque, on peut s'en douter. Évidemment. Et donc voilà, c'est de redécouvrir des œuvres comme ça. Donner un autre contexte à une œuvre qui a été marquante. Exactement. Et d'aller plonger plus loin dans son histoire, dans son contexte de création. En tout cas, on vous en souhaite tout plein d'autres. On vous en souhaite à tout le monde tout plein de découvertes à ce festival. Ça commence demain, entre autres avec le film d'ouverture. Je l'ai ici, Marinette, qui raconte l'histoire de Marinette Pichon, la première joueuse de soccer féminine à signer un contrat professionnel aux États-Unis. C'est l'une des premières athlètes françaises à se révéler aussi comme personne queer. Donc, c'est une production de la cinéaste Virginie Verrier et Marinette Pichon qui a collaboré également à cette production. Donc, 36e émission d'Images Plus Nation dès demain. Mais là, pour les gens qui nous écoutent demain, ça va être déjà aujourd'hui, le 16 novembre. C'est plus facile à suivre. Merci beaucoup, Parfaite. Merci beaucoup. C'est déjà le mot de la fin. La semaine prochaine, on reçoit quelqu'un d'Interligne à l'approche de leur soirée La Grande Démesure. Ce sera l'occasion aussi de faire le point sur leur service 1 an après avoir dû lutter pour pouvoir conserver ou plutôt avoir les ressources nécessaires pour maintenir la ligne d'écoute de nuit. On va aussi vous parler d'un documentaire qui s'intéresse aux colocations queer et à la crise du logement. Ce sera présenté dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Nos invités cette semaine, le coprésident d'Égide, Laurent Brault, pour cette nouvelle étude sur le financement de la francophonie LGBTQ à travers le monde. Merci beaucoup. Du Manitoba, Kevin Prader du collectif LGBTQ du Manitoba. Merci pour ce témoignage. C'était très, très, très pertinent. À la culture, Parfaite Mouswanga. À la technique, Chant Abralian. Et l'interprète en langue des signes, Marie Penel. Je vous rappelle que vous êtes invités à venir nous rencontrer, à venir assister à l'émission tous les mercredis. Ça commence à 19h. Vous êtes les bienvenus à venir avant ou à rester après pour prendre un verre à notre compagnie. En attendant, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et notre infolettre. Surtout, le formulaire est disponible sur notre site Internet. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.